Et pour ce nouvel épisode des Experts, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Mathieu. Bonjour Béatrice, Bonjour, rédactrice en Raphaël. chef à l'Express. Laurent Wronski, directeur général d'Ervor et secrétaire général de Croissance Plus. Bonjour à tous. Éric Heyer. Éric, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE pour une rentrée très politique. C'est aussi la rentrée des patrons. Hein. Aujourd'hui, la REF débute à 14h dans un environnement encore plein d'incertitudes. Une nouvelle fois, j'ai envie de me tourner vers vous, Laurent Wronski, le représentant patronal, le chef d'entreprise. Voilà, exactement, le patron de l'étape, le chef d'entreprise. Comment, en arrivant là, à la fin de l'été, fin août, début septembre, on voit, on anticipe la fin de l'année, le début de l'année prochaine, dans un tel marasme politique. C'est un peu retour en arrière, hein. Il y a un an, c'était un peu la même situation. Très concrètement, pour un chef d'entreprise, ça veut dire quoi ? Alors déjà, rien de neuf sous le soleil, parce qu'on s'attendait à une rentrée difficile. Je veux dire, j'ai pas ouvert mon téléscripteur et hop, il y a un problème avec le budget 26, donc c'est pas une nouvelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense on n'a jamais connu un tel niveau d'incertitude et d'anxiété au niveau des agents économiques, parce que là on parle de problèmes hexagonaux, mais je veux dire, moi je travaille à 90% à l'export. Ce qui se passe avec les États-Unis est absolument gravissime. C'est pas juste désagréable, c'est pas juste une question de taxes supplémentaires. Il y a quand même un risque, je le répète inlassablement, de stigmatisation, ou si vous travaillez sur des projets où il y a un petit bout d'argent public américain, on peut dire maintenant on veut que des produits américains. Moi c'est 100% Made in France. Donc dans ce contexte-là, on a besoin d'agilité, on a besoin de souplesse, et on a plutôt besoin de se préoccuper de nos clients, des marchés, d'acquérir les compétences, que d'avoir à résoudre des problèmes franco-français avec le concours Lépine de la fiscalité la plus pénalisante, avec des calculs politiciens, et puis des gens qui sont bourrés de certitude et de dogmatisme et qui vous mettent la main sur l'épaule et qui vous expliquent comment ça fonctionne. Donc dans ce contexte-là, c'est agaçant et c'est désagréable, mais ça n'est pas une vraie surprise. Oui. Est-ce qu'on est capable de mesurer, en termes macroéconomiques, l'impact de cette incertitude politique sur la croissance française ? Bon, on est capable de tout, hein. D'accord. Mais c'est pour ça qu'on est meilleur autour de la table. Mais on ne fait pas une science exacte, et donc il faut être très modeste dans notre évaluation. Mais bien entendu, on commence à avoir de l'expérience, hein. Ça fait plus de temps que ça dure. Oui, mais sur n'importe quel sujet, on fait des analyses économétriques, mais il y a des écarts types autour de cela, et donc voilà, il n'y a pas de certitude. Donc l'incertitude, on a une mesure, donc de plus en plus, on a des mesures d'incertitude. Alors effectivement, on est à un pic historique parce qu'on a une triple incertitude, géopolitique, commerciale et au niveau national. On est à un pic historique. Alors on est à un pic historique. Alors la France se distinguait à un moment donné des autres pays parce que c'était l'incertitude nationale, parce que tout le monde a l'incertitude géopolitique et tout le monde en Europe et tout le monde a l'incertitude commerciale. Mais on avait une petite incertitude nationale qui nous faisait être au-dessus de tout le monde. Notre petit bonus. On est revenu. Alors, attention, hein, les données sont des données du mois de juin, d'accord ? Donc on n'a pas encore les données de la rentrée. Mais on était revenu au niveau européen. Donc il n'y avait pas de singularité française par rapport aux autres pays, si on croit cette mesure de l'incertitude. Une fois que vous avez la mesure de l'incertitude, vous essayez de se dire, comment cette incertitude joue sur l'économie ? Et donc là aussi, il y a des calculs avec beaucoup d'imprécisions. Enfin, on essaie de faire au mieux possible. Et on a publié des articles dans la revue de l'OFCE, si ça intéresse les auditeurs. Et effectivement, aujourd'hui, ce que l'on note, c'est que c'est l'incertitude aujourd'hui qui pèse le plus sur la croissance économique. C'est-à-dire qu'il y a le budget qui pèse, d'accord, mais l'incertitude quasiment autant que, entre guillemets, l'austérité de 2025. Heureusement, il y a tout de même des points positifs, c'est-à-dire que le fait que les taux d'intérêt baissent, ça a compensé un tout petit peu, mais le choc premier, c'était bien le choc d'incertitude. Et donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que oui, mais c'est des dixièmes de points de croissance. Pour 2025, c'est 0,6 points de croissance, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais voilà. Le gouvernement avait chiffré l'année dernière l'instabilité, le coût de l'instabilité et le fait que le budget ne soit voté qu'à la mi-février, le coût global de ce désordre à 12 milliards d'euros. Oui, alors attention, là c'est l'incertitude globale, hein, c'est pas que nationale, d'accord ? Et c'était ça qui était intéressant. Alors donc c'était l'analyse de l'OFCE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre commerciale, c'est pas tant les tarifs douaniers
qui pèse sur la croissance, mais l'incertitude autour des tarifs donnés, c'est bien plus important. Vous voyez, là aussi, il faut être très modeste, d'accord, mais quand vous prenez tous les modèles de tous les économistes qui sont en ligne maintenant, donc vous pouvez les utiliser, quand vous mettez des tarifs douaniers, vous vous dites, tiens, vous voyez, c'est des modèles qui nous disaient, attention, il faut essayer d'être le plus bas, parce que c'est ça qui fait la croissance économique. Donc on prend ces modèles en disant, là, quand on fait un choc des tarifs douaniers, ça va être la récession. Ouais. Non, ça fait 0,2, 0,3 points maximum de croissance en moins, donc on se dit, tiens, finalement, c'est pas énorme. Mais par contre, l'incertitude qui est autour de ces tarifs douaniers, c'est quasiment 2 à 3 fois plus. Donc c'est l'incertitude. C'est ce que disait Ursula von der Leyen dans une tribune au Figaro il y a quelques jours, que finalement cet accord US-UE était très imparfait, mais qu'au moins on savait maintenant que c'était 15%, que c'était 15% TTC si je puis dire, c'est-à-dire tout compris, et que ça donnait un peu de visibilité aux entreprises. Un peu de visibilité, parce que quand on voit aujourd'hui les attaques de Trump en fait sur les 2 règlements DMA, DSA sur les entreprises numériques, où il menace de nouveau en fait les pays qui appliqueraient ces règlements. Pour l'instant, l'Europe tient bon. De rétorsion, l'Europe tient bon, mais bon, donc cet accord, comme tout accord avec Trump, peut aussi éclater en vol durant l'automne. Donc il y a effectivement cette incertitude internationale, et puis il y a l'incertitude propre à la France et à cette incertitude politique, budgétaire. On va probablement avoir 4 premiers ministres en 18 mois. C'est la 4e République, ou le modèle italien, selon. Et donc il y a un effet à la fois sur les plans d'investissement des entreprises en France, mais aussi les plans d'investissement des entreprises étrangères en France. Il y avait eu une petite question supplémentaire qui avait été posée l'année dernière en fait aux entreprises étrangères dans le cadre de l'enquête, vous savez, EY sur l'attractivité de la France par les entreprises pour les entreprises étrangères, et on leur avait posé la question, est-ce que la dissolution a eu un effet sur vos plans d'investissement, et il y en avait 49% qui avaient répondu oui, ça a un effet en fait sur nos plans d'investissement. On prévoit soit de les raboter, soit de les reporter, la plupart disaient de les reporter, et 12% avaient même dit de façon significative. Donc il y a ce double effet et cette incertitude qui, je pense que même la situation est encore plus compliquée en fait qu'en juin 2024. Oui, on a un an d'instabilité supplémentaire. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le coût est cumulatif. Laurent Monski. Oui, je voudrais rajouter un élément purement psychologique. Alors ça, je pense que ça n'apparaît pas dans les modèles économétriques. Quand vous regardez la base économique française, c'est constitué à 94%, si on parle statistique, d'entreprises de moins de 10 personnes. De PME, oui, de petites entreprises. Alors, on parle toujours des grands groupes, il n'y a pas de dichotomie, mais l'essentiel, c'est les petites boîtes. Et quand vous regardez la pyramide des âges des dirigeants d'entreprises de ces PME, ils sont quand même plus près de la sortie que de l'entrée. Et ce qui est en train de se passer, parce que moi je rencontre des chefs d'entreprise tous les jours, c'est que tous les gens qui ont un certain âge, 55 plus, commencent à avoir une espèce de ras-le-bol général. C'est exactement ce que vous avez décrit. Et commencent à se dire, mais ras-le-bol, ça changera jamais. On a connu une petite accalmie avec la politique de l'offre de M. Macron. Mais ça y est, la France retrouve ses démons. Et de nouveau, c'est la chasse aux riches, c'est la chasse à ci, c'est la chasse à ça. Et il y a beaucoup de gens que je connais personnellement, donc je ne l'ai pas lu dans le journal, qui sont en train de vendre leur boîte, sont en train de partir. Et ce que je crains, c'est un risque de découragement. Et le problème, c'est que quand ce problème-là survient, quand ça arrive sur le téléscripteur, c'est que quand Eric va le mesurer, c'est déjà fait et il est trop tard. Il sera 5 ans. Un type qui a vendu sa boîte et qui est parti ne reviendra jamais. Mais Laurent Monski, j'ai envie de prendre le contre-pied. C'est-à-dire qu'on n'a plus de gouvernement, une instabilité totale et l'incapacité de légiférer depuis un an. Finalement, est-ce que ça laisse pas le champ libre aux entreprises de bosser? Finalement, la vie politique est à côté, il ne se passe plus grand-chose. Nous, on fait notre travail. Alors, dans la question que vous posez, il y a 2 questions. Bon, je pense que quand on est chef d'entreprise, c'est un mode de vie qu'on a choisi. Donc, on sait que c'est pas facile. Vous m'avez posé la question sur la rentrée. Je savais que si vous voulez aller 1 minute après être arrivé au bureau, ça allait commencer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai choisi. Je ne pleure sur l'épaule de personne. C'est comme ça. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement que les choses tout d'un coup se sont fluidifiées, que les normes ont disparu, que le millefeuille administratif s'est réduit. Pas du tout. Je dirais même que c'est encore pire, parce que ça laisse le champ libre à certains esprits extrêmement zélés.
Parler de la haute administration qui continue à produire des règlements, décrets, du normatif. Et donc, si vous voulez, voilà, vous avez des agents qui, si vous voulez, ont un pouvoir terrible et qui n'apparaît pas forcément dans les chiffres, mais un pouvoir de nuisance. Oui, Éric Cavaliere. Je pense qu'il faut quand même bien distinguer instabilité, incertitude et immobilisme. Vous voyez, si on n'a pas de gouvernement... Mais si on n'avance pas, on recule, non ? Et voilà, c'est ça. Mais ouais, on peut dire, allez, on n'a pas de gouvernement, donc on peut travailler, il y aura pas... Oui, mais d'accord, mais du coup, on est immobile. Ouais. Le budget, c'est donner des caps, c'est avoir une vraie politique économique. Dans les autres pays. Et une visibilité. La question, c'est la visibilité. Mais la visibilité, mais aussi la visibilité, mais je voulais rajouter la mobilité. Enfin, il faut avoir aussi un cap. Les autres en ont. Quand tout le reste du monde avance, voilà, effectivement. Avec aux États-Unis, on peut critiquer, on peut dire, mais il y a un cap. C'était l'alerte de Il Draghi. y a une vraie politique économique. C'est pas les déficits pour lui. Le truc important, c'est allez, on va relocaliser, on va faire des politiques. Il y avait l'IRA avant. Enfin, il y a une vraie politique. En Chine, il y a une vraie politique. Vous voyez, un peu partout dans les pays, une politique. Ça sert à ça normalement le budget. Ça sert pas uniquement à mettre des impôts, etc. C'est fixer un cap, avoir une politique, avoir une stratégie. Le fait de pas avoir de budget, c'est pas uniquement ok, quand je m'en sors bien comme ça, il y a rien. Non, il y a aussi non, mais tu nous aides pas pour avoir un cap et pour qu'on avance tous ensemble. Ce que vous nous dites, c'est le risque petit à petit de sortir de la carte, quoi. Ça soulignait le rapport Draghi, ce qu'il a encore dit la semaine dernière en Italie. Le budget, justement, ça n'est plus un risque, je veux dire. C'est un risque avéré de plus en plus. C'est un risque avéré. On voit qu'on va beaucoup moins vite que les États-Unis et l'Asie, effectivement. Sur le budget, je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur le budget. Alors, on se retrouve un petit peu dans la situation l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va être début septembre, probablement le 9 septembre, la France se retrouvera sans Premier ministre et sans gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on va recommencer le cirque du budget de l'année dernière ? En fait, il y a 50 nuances de scénario en réalité. Alors expliquez-nous, Béatrice Mathieu. Il y a premier scénario qui commence à monter aussi depuis quelques heures, c'est-à-dire qu'on imaginait qu'une nouvelle dissolution n'était pas possible et que là, il y a des voix un petit peu qui commencent à monter et que finalement, une dissolution pourrait être envisagée par le chef de l'État, alors qu'il y a ne serait-ce que quelques jours, et il disait qu'il ne pas. Donc là, on rentre encore dans autre chose, parce que s'il y a dissolution, il n'y a donc pas d'assemblée pour voter. Pour commencer l'examen parlementaire qui doit commencer le premier mardi du mois d'octobre. Alors, théoriquement, effectivement, le budget doit être déposé le 1er octobre. Les détails budgétaires envoyés quelques jours plus tard. On voit bien que l'année dernière, en fait, cette date un peu totem du 1er octobre, finalement, a pu être décalée à la mi-octobre. Ce qui est important, en fait, c'est pas tant la date du 1er octobre, c'est ce délai constitutionnel des 70 jours en fait de discussion parlementaire, et donc il faut qu'il y ait ce délai de 70 jours de discussion. Le problème, c'est que si vous n'avez pas d'assemblée, donc le gouvernement peut toujours envoyer un texte technique qui serait étudié par une assemblée sortante. On voit c'est extrêmement compliqué. Et donc, il y a une autre date fatidique qui est celle du 31 décembre, où là, il faudrait effectivement qu'une loi spéciale soit votée pour faire une forme de copier-coller du budget précédent pour que le service de l'État et que l'État continue à fonctionner l'année prochaine. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est un arbre de choix extrêmement compliqué. Il y a différents scénarios. Il y a beaucoup de scénarios possibles. C'est quoi le scénario le plus probable selon vous, Éric ? Non, mais alors là, on ne fait pas les probabilités là-dessus, d'accord. Les prévisions sont toujours... non, parce que là, il y a un élément exogène, c'est le président de la République, et bien ça, sûr. On n'a pas de modèle qui va nous dire ce que fait le président de la République. Non, mais Monchalin, la ministre des Comptes publics, disait hier, le pire scénario de France serait de ne pas avoir de budget. On aura quand même un budget. Mais non, mais ça n'existe pas, ça. Oui, déposé dans les prochaines semaines. Ça a été dit, il y aura une loi spéciale. Forcément, ce budget. Enfin, moi, ça commence un tout petit peu à m'agacer. Il y a de la mise en scène. Il y a de la mise en scène politique. Il y a une dramatisation. Ça fait très longtemps qu'on nous dit attention. Non, mais il y aura un budget. Mais est-ce que c'est le budget qu'il faut aujourd'hui ? Mais ça, c'est un autre point. Les fonctionnaires seront payés en non, mais c'est pas le first best. On est d'accord que c'est pas la meilleure des solutions. Mais dire attention, c'est ça. Sinon, c'est le chaos. Enfin, on nous l'explique depuis longtemps. Non. Enfin, bon, ok, ça fait un petit moment qu'on nous joue cette musique. On n'a pas de shutdown américain. Oui, voilà. Donc les cartes vitale continue à fonctionner. Enfin, c'était la menace qui avait été brandie l'année dernière. Oui. Et ça, je pense que c'est contre-productif. Parce que, vous voyez, effectivement, on est dans une situation préoccupante, mais
aggraver la situation par ce type de discours, au bout d'un moment, ça rend complètement les citoyens, non, mais ils nous racontent n'importe quoi. Donc, en fait, il y a toujours des solutions. Donc, moi, je pense qu'il faut dire, dans une situation sérieuse, la meilleure des solutions, d'accord, serait que le Premier ministre, sachant qu'il n'a pas de majorité, essaye d'en trouver une, en essayant de discuter, de dialoguer. On voit bien que c'est impossible, c'est le mouton à 5 pattes. C'était la mission de François Bayrou. Hein. Oui, mais je crois qu'il a failli à cette mission-là. D'accord. Il y avait des possibilités parce qu'il me semble, encore une fois. Il me semble que durant cet été, en face, toutes les portes ont quand même été assez vite fermées, en fait. Ok, vous avez peut-être plus d'informations que moi. Moi, j'ai l'information inverse. C'est-à-dire que le Premier ministre n'a pas reçu les partis politiques, d'accord. Il me semble, et d'ailleurs que le PS est en train de réfléchir un contre-budget, dans les prochains jours. Il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de dette, il y a juste un problème de recettes. Il y a quand même aussi un problème, à un moment, de se mettre d'accord sur le diagnostic, est-ce qu'il y a un problème de dette et est-ce qu'il y a un problème de dette sociale, et notamment il est peut-être là. Béatrice, le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord, peut-être. On n'est pas d'accord sur le diagnostic. Et oui, c'est ça qui est étonnant. Et le diagnostic, et la question posée, la question que veut poser le Premier ministre, c'est est-ce que la. Non, attendez, Béatrice, je finis. La question qu'il veut poser, c'est est-ce que la dette, c'est grave? D'accord? Je pense que c'est pas ça le problème, d'accord? Parce que je pense que tous les partis politiques, on va y revenir après. Je pense que tous les partis politiques disent oui, il faut réduire les déficits. Oui. En revanche, pourquoi on est dans cette situation-là? À quoi est due cette situation-là? Ça, je pense que ça n'a pas été discuté. Et je pense que les partis politiques ne sont pas d'accord sur pourquoi on est dans cette situation exceptionnelle où on a quasiment 6% de déficit en période de non-crise. Oui. Est-ce que ça a été débattu? Est-ce qu'une fois, le Premier ministre a dit on va vous expliquer pourquoi on est dans cette situation? Il a fait 2 grandes conférences. Oui, mais jamais il n'a expliqué ça. Jamais il n'a expliqué ça. Il a simplement dit on est au bord de la faillite. On est au bord de la faillite. On dépense trop, on ne travaille pas assez. Non. Mais c'est là où je pense que Béatrice, d'accord, on ne sera pas d'accord, c'est que oui, l'INSEE l'a répété, si on est dans cette situation-là, c'est qu'on a baissé de 3 points, c'est-à-dire 60 milliards, les recettes. On était à 54% de recettes contre 57% de dépenses, on avait 3% de déficit en 2017. En 2024, on est à 57 points de dépenses publiques, ça n'a pas bougé, mais on n'est plus qu'à 51 de recettes. Les 6% sont liés à cela. Il y a d'un côté, me semble-t-il, les forces de gauche qui disent il faut un peu rééquilibrer tout cela, d'accord. Donc il y a une partie par les impôts, une partie par la dépense, d'accord. Et le parti aujourd'hui gouvernemental qui dit non, pas par les impôts. Ok. Je pense que là, peut y avoir un petit compromis, me semble-t-il, pour essayer d'arriver à un effort. Alors quoi? À augmenter les impôts ou à baisser la dépense? En tout cas, à demander des efforts aux Français. D'abord, commençons par ça. Tout le monde est d'accord pour faire. Est-ce que c'est 44 milliards ou est-ce que c'est 22 milliards? Et me semble-t-il, c'est ça la question. Est-ce qu'on fait 44 ou 22? Oui. Et ensuite, comment on demande les efforts? Est-ce qu'on le demande en réduisant la dépense publique ou en augmentant les impôts? À mon avis, c'est une question secondaire. Vous voyez, les retraités, vous allez leur demander de faire un effort. Par les contribuables, toutes les révoltes françaises sont fiscales. Mais regardez, Raphaël, on vous demande, vous êtes un retraité, on vous dit, je te désindexe. Donc c'est par la dépense publique, ou je t'indexe et je t'augmente la CSG, et donc c'est par l'impôt. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose d'important pour eux? Le point de vue du chef d'entreprise, est-ce qu'il est prêt à contribuer à l'effort collectif de redressement de la nation? Alors je vais pas faire mon jésuite, mais je vais répondre à votre question. Mais avant, il y a une chose intéressante, et je vais donner une petite note d'optimisme, parce que là, si on nous écoute depuis le début de l'émission, c'est pas très optimiste. Si vous voulez, l'économie est quelque chose qui est mesurable, mais qui est souvent insaisissable. Et la vie continue. C'est-à-dire que je pense que malgré tout ce brouhaha politique, cette instabilité, je suis d'accord avec vous, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, pour l'instant, quand vous allez tous rentrer chez vous dans vos foyers ce soir, la lumière ne va pas s'éteindre, je vous rassure. Donc l'économie va continuer. Nous, on n'a pas le choix. On a le dos à la mer. Donc si on doit attendre la stabilité, le bon Premier ministre, le bon budget, le bon ci, le bon ça, c'est fini. On ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Bon, donc ça continue. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est que ça continue en France. Parce que les entreprises qui sont mobiles, ou une entreprise comme Hervor qui est une PME, mais qui a 90% de son activité à l'export. Donc nous, on se fait, je dis très, très modestement, on se fait draguer régulièrement par des pays comme les États-Unis qui veulent faire venir des savoir-faire dans leur propre pays. Donc c'est ça la principale question. Maintenant, donc, je pense que ça continue. J'ai un voisin, un pays voisin, l'Italie, qui est un très gros fournisseur industriel, qui a une base industrielle extraordinaire avec laquelle on travaille, puisque beaucoup de ses produits ont disparu en France, qui était dans un tumulte pendant des décennies. Et l'économie a continué à fonctionner. Donc, ce n'est pas non plus l'arrêt chronique. Maintenant, sur la question que vous me posez,
Parce que là, si on commence à parler de la qualité de la dette et de comment la juguler, le budget, là, c'est pas une émission qu'il faudra faire. Là, il faut quasiment... bon. Mais je vais reparler à nouveau, effectivement, dans les experts. Moi, j'ai pas de problème à contribuer. D'ailleurs, j'ai pas attendu cette émission pour contribuer. Ça fait comme un petit moment qu'on contribue, et très largement. Je n'ai pas de mérite. C'est le cas de tous les gens qui payent des impôts, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et Patrick Martin avait tendu la main l'année dernière, il faut se souvenir, en disant on est d'accord sur une surtaxe temporaire. Mais quand j'entends les esprits éclairés qui nous expliquent qu'à 57% du PIB qui part en dépenses publiques, que cette dépense est extraordinaire, qu'on a les meilleurs services publics du monde, et que la question n'est pas de savoir s'ils sont efficaces, mais qui payent, là je ne suis pas d'accord. Parce que étant moi-même usager, comme vous tous, des services publics, il y a clairement une marge d'amélioration qui est énorme. Et de refuser ce débat par dogmatisme fait que non, dans ce contexte, moi, je ne suis pas prêt à mettre la main au portefeuille. Oui. C'est une question qu'on peut poser, ça, en France, Béatrice Mathieu. C'est inflammable à chaque fois. Non, c'est évidemment inflammable. Quand même, c'est juste ramener le déficit à 4,6% du PIB l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on est très loin en queue de peloton de l'équipe européenne. Et pourtant, on a l'impression que c'est incroyable. Je trouve que le discours qu'on entend de plus en plus d'une partie de la gauche, où il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de dette, il y a juste un problème de recettes fiscales, est à mon avis assez inquiétant, parce que le problème de l'accroissement de la dette ne date pas de 2017, mais il est... Le rapport Pébro, c'était 2005. Voilà. Et qu'on refuse de se poser la question du financement de notre modèle social. C'est la grande question avec la révolution démographique qui arrive. Pour la première fois cette année, plus de décès que de naissances. Et donc, le refus de se poser est-ce que le financement du modèle social tel qu'il est aujourd'hui est soutenable ? On ne veut pas l'aborder de façon crue, réelle. On va fêter les 80 ans cette année à l'automne de la sécurité sociale. Et on voit bien qu'on met des rustines dans tous les sens. On met un bout de TVA pour financer un bout de retraite, avec un financement qui n'est pas pérenne et qui n'est pas soutenable. Et pourquoi on a baissé aussi, parce que vous parliez du virage de l'offre, pourquoi on a baissé les cotisations sociales qui permettent de financer ce modèle social ? C'est bien parce qu'on avait un problème de compétitivité par rapport à nos voisins. Donc, chaque chose s'imbrique et on ne vit pas dans une bulle tout seul sans nos voisins. Je ne parle pas des Chinois, je parle des Italiens, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Espagne. Donc, il y a un problème de financement du modèle social qui était lié aussi à un problème de coût du travail et qui n'a pas voulu être abordé sereinement. Est-ce que tout ça nous mène tout droit vers un risque de crédit sur la dette française, Éric Heyer? Non, mais dans 15 jours, la France pourra emprunter à des taux supérieurs à ceux de l'Italie. Oui, non, mais je pense, après, Béatrice va dire qu'il y en a certains qui disent que la dette n'est pas grave. Si, la dette, c'est important, c'est sérieux, et je pense que tout le monde va en parler. Ensuite, est-ce qu'il faut dire que c'est la faillite ? C'est là où moi, je ne ferai pas le pas. Je dis, oui, c'est sérieux. On fait, nous, la dernière publication de juillet, c'était dire, il faut faire 120 milliards d'efforts, etc., parce qu'attention, c'est sérieux, mais sans dire, c'est soit ça, soit la faillite. Donc, le risque de crédit, aujourd'hui, oui, que... Non, mais je suis d'accord, on n'est pas la Grèce. La dette on n'est pas la Grèce de Tsipras, on n'est pas même l'Italie de 2012. Oui. Non, il faut quand même juste rappeler les taux d'intérêt de la Grèce. C'était 37%. D'accord. Les taux d'intérêt italiens, espagnols en 2013, c'était 7% avec une inflation. Eric, le problème, c'est que vous avez une charge de la dette qui, année après année, continue de gonfler. Étouffe les capacités d'action. Mais on le sait. Non, mais, Béatrice, non, mais tout ça, on le sait. On le sait. Et donc, mais dire que c'est la faillite, d'accord, c'est des pas. Oui, mais d'accord. Mais c'est un peu le discours. Dire attention, c'est soit ça, soit le chaos. On fait trop peur sur la dette. Mais bien entendu qu'on fait trop peur. D'accord. C'est quelque chose de sérieux, d'accord, qu'il faut prendre avec sérieux. Il faut avoir un plan et penser qu'on va le résoudre en 1 année, 2 années, c'est faux. C'est un gros paquebot, la dette. Il va falloir un cap. C'est là où il faut des caps. Et donc, c'est là où moi je n'arrive pas à comprendre, d'accord, cette histoire de dire on fait budget après budget. C'est pas budget après budget. C'est normalement des programmes de
stabilité sur 5 ans, 7 ans, en disant voilà comment on va faire. Et si on va trop vite, si on essaie de braquer, là, on va casser l'économie. Il y aura plus de carnet de commandes, il y aura une récession. Donc on sait qu'il faut pas le faire. C'est comme ça qu'il faut le faire progressivement. Et il faut que ça soit accepté par les citoyens. Donc du coup, pour que ça soit accepté par les citoyens, il faut qu'il y ait effectivement de la justice. Ce que vous nous dites, Éric Heyer, c'est qu'il faut un petit peu de calme, une vie politique un peu plus posée. Sauf que dans le calendrier que l'on souhaite effectivement tous, il y a une année qui est 2027 et qu'on sait très bien d'accord. Tout le monde est concentré. Mais aujourd'hui, le discours, il est contre-productif. Aujourd'hui, de dire c'est soit ça, soit la faillite, tout le monde prend peur. Les ménages épargnent, les entreprises arrêtent d'investir et on va. Donc il faut dire non. C'est pas la catastrophe, c'est très sérieux. On fait un plan de redressement sur 5 ans et on va vous expliquer comment on va le faire en toute sérénité et en toute discussion. Et on met tout le monde autour de la table. Et penser ça va se régler avec une petite majorité, c'est peine perdue. Et là, c'est ce que nous disent aujourd'hui les Français et les politiques. Ça veut dire qu'on fera rien avant 2027, Laurent Wronski ? Ça, je ne sais pas, mais je voudrais rajouter juste un élément au propos d'Éric, auquel je souscris. C'est que je pense qu'il y a aussi une question de légitimité. Et ça, on le voit bien. C'est-à-dire que ceux qui doivent aujourd'hui, qui ont le manche à balai dans la main, sont jugés par une très grande majorité de nos compatriotes comme illégitimes. Donc ça veut dire, et c'est peut-être l'espoir que je nourris, que là où il va peut-être y avoir un changement de logiciel. Parce qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, quand on voit les Chinois, les Chinois, mais une année, c'est même pas une heure. Ah oui. Eux, ils raisonnent à 20, 30, 40 ans. Il n'y a pas d'élection. Je me souviens, j'avais fait découvrir dans cette émission le plan China Manufacturing 2025, avec la liste des entreprises qui étaient autorisées à commercer en Chine. C'est passé complètement inaperçu. Mais eux, c'est resté dans leur mémoire. C'est l'intérêt des démocratures. Ils ont le temps long. Oui, voilà. C'est pas cette scansion tous les 5 ans.